je te laisse la parole et je te laisse nous présenter ce que tu veux nous présenter en termes de culture sur le thème des livres juifs, je crois, quelque chose comme ça, c'est ça? J'ai pas retenu le texte parfait. Voilà. Faire quelque chose dans ce goût-là. Voilà, merci en tout cas d'avoir voulu accepter notre invitation. Et on peut déjà dire aux autres que Valérie fera pendant au moins 3 jeudis, c'est bien ça Valérie? C'est ce qu'on est... la semaine prochaine parce que ça risque d'être difficile pour moi, mais les deux dernières semaines du mois encore, du mois de novembre. Voilà, le même créneau, le même horaire et les mêmes thèmes. Je te laisse démarrer Valérie, merci beaucoup. Voilà, donc quand Stéphane m'a proposé de refaire des émissions Zoom avec ce nouveau mode de confinement, je me suis précipitée sur ce que j'apprécie le plus, c'est-à-dire les livres et l'histoire. C'est mes deux passions. L'histoire, c'est ce que j'ai étudié à la fac, hein, j'en ai fait quelques années. C'est une découverte passionnante que j'ai commencé à aimer à travers les livres. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce qui est livre et histoire, c'est intimement lié, ne serait-ce que dans la petite enfance. On commence à raconter des histoires aux enfants avec des jolis livres. Que les Juifs et l'histoire sont faits ensemble, en parallèle. On peut trouver tous les liens qu'on veut, selon les définitions qu'on donne. Et que les Juifs et le livre, je pense que c'est une notion dont on va parler aussi, est très intéressante à creuser, puisque nous racontons essentiellement dans la Torah, pendant au moins 2 livres et demi, notre histoire. Donc c'est une histoire particulière, c'est une histoire qui ne s'est pas arrêtée bien sûr avec les écrits antiques, qui a continué tout au cours de l'Antiquité classique, de l'Antiquité européenne, du Moyen-Âge, de l'époque moderne. Donc les Juifs ont, on pourrait presque dire, quasiment tout le temps écrit. C'est vrai qu'on va aussi parler de ce que les autres ont écrit sur les Juifs. C'est aussi intéressant. Quand je dis écrit, je parle essentiellement donc de documents. Hein, je parle là de documents, bien qu'aujourd'hui, j'avais prévu de m'intéresser surtout aux traces archéologiques, écrites ou pas, pour bien expliquer, pour commencer, la notion de document historique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille autour de l'histoire et des documents. Comment est-ce qu'on sait ce que l'on va transmettre en histoire. Les notions sont aujourd'hui, on l'a bien compris, au centre de beaucoup de problèmes de société. Comment interpréter un fait historique, comment le transmettre à un public, comment le comprendre dans une société qui a évolué depuis qu'il a existé, ce document. Donc, je pense que l'histoire, l'étude de l'histoire pose beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout, mais ces questions font qu'on comprend mieux le monde passé et le monde d'aujourd'hui. On n'a pas toujours besoin que de certitudes pour avancer. Le questionnement nous permet aussi de construire une connaissance pour avancer. L'histoire n'a été faite que par des hommes comme nous, dans d'autres circonstances, mais c'est quelque chose qui n'est pas magique, c'est quelque chose qui a existé, qui nous a été transmis d'une manière ou d'une autre et dont nous vivons avec aujourd'hui et que nous-mêmes construisons pour ceux de demain. Donc, c'est vraiment ce chaînon qu'il faut étudier dans toute sa richesse. Donc, je voulais donc parler des livres. Et le premier livre qui vient quand on parle à l'idée, quand on parle de Juifs, bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est la Torah. C'est un corpus qui a été écrit, je ne veux choquer personne, bien sûr, mais qui a été écrit à différentes périodes par différents auteurs. Ça n'enlève rien à la foi ou à la croyance qu'on apporte aux faits qui sont racontés. Comme j'ai dit, il y a des questions, il y a des réponses, il y a des zones d'ombre, et c'est avec ça qu'on va avancer. Ce qui a été écrit, en fait, et qui nous est parvenu, est une trace d'un moment et d'une idée qui a eu lieu, d'un événement qui a été assez marquant pour que l'idée nous soit... et l'idée
comment dire, a marqué l'auteur qui a voulu nous la transmettre. Je veux dire, même quand on écrit un journal intime, on sait déjà qu'on va écrire les choses qui nous ont marqués. L'histoire n'a gardé, nous a transmis que des documents qui ont été jugés, entre guillemets, intéressants par leurs auteurs. C'est aussi intéressant de comprendre pourquoi ces événements, ces documents ont existé, ont été créés pour nous. Si je continue dans mon idée d'archéologie, on sait très bien que les documents très anciens en cunéiforme, en fait, sont des textes très secs d'administration, de comptage de troupeaux et de recensements fiscaux, qui sont certes passionnants sur le plan de l'étude des richesses de l'époque, mais ce ne sont pas des belles histoires comme on aime s'imaginer, ou de belles documentation qui nous permettrait de rêver sur des temps très anciens. Donc, les documents, on ne les choisit pas. L'histoire nous a transmis des documents. Donc, il faut complètement se repenser dans la situation de l'époque pour bien comprendre. Et quand plus on remonte dans l'histoire, plus c'est difficile d'avoir ces notions-là. Je me suis basée pour faire ces différentes émissions sur le livre Histoire des Juifs, donc de Pierre Savy, en 80 dates. Donc c'est lui-même un livre qui est basé sur différents articles en 3 parties, donc archéologie, période du Moyen-Âge et moderne, puis période plus contemporaine. Ce sont des articles très techniques dont je ne vais pas vous faire un résumé. Le livre est extrêmement bien fait à ce niveau-là. Il définit le peuple juif, il définit une notion d'histoire, où il laisse les lecteurs comprendre que le questionnement se pose dans ces définitions. Et par contre, les articles sont relativement techniques. Je dirais qu'il faut quand même un bon niveau pour saisir toutes les nuances. Chaque article a été écrit par un spécialiste de la question et a sa propre petite bibliographie à la fin. Donc, c'est vraiment un panel de connaissances qui peut être encore approfondi derrière. Ce livre recense donc plusieurs articles et notamment une vingtaine d'articles sur l'archéologie. Quand je l'ai eu en main, ma première pensée a été de penser au livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, qui s'appelle La mémoire d'Abraham, de Marie Calter. Je pense que tout le monde l'a eu entre ses mains à un moment donné ou un autre. Donc, c'est un livre, le pari de Marie Calter, qui est un artiste, un auteur par ailleurs, de romans, bien sûr, ce n'est pas un historien. On revient donc dans ce lien entre l'histoire et le livre et la manière de raconter l'histoire. Donc, le livre La mémoire d'Abraham raconte l'histoire d'une famille qui se transmet pendant 2000 ans, un témoignage écrit qui est transmis donc de génération en génération. Et bien sûr, le roman se passe à différentes périodes de la civilisation où vivent les Juifs au moment intéressant, que ce soit l'expulsion d'Espagne, que ce soit l'invention de l'imprimerie à Strasbourg ou la découverte de l'Amérique. Ce sont toujours ces moments-là où les Juifs de la mémoire d'Abraham apparaissent. Ce qui est intéressant dans l'idée, c'était cette continuité, ce passage d'une génération à l'autre, cet ajout des uns aux autres dans le même document. Marie Calter reconnaît d'ailleurs s'être servi de travail d'historiens locaux pour construire son roman, notamment avec l'aide de M. Raphaël pour l'Alsace, entre autres. Mais c'est un roman, donc, fleuve, littéralement, qui donne donc cette vision à très long terme de l'histoire juive et du lien avec l'écrit. Marie Calter lui-même remonte sa famille aux scribes, puisque Alter viendrait d'imprimeurs et il fait remonter donc les imprimeurs et les scribes en même temps. Et l'histoire finit au moment donc de la révolte du ghetto de Varsovie en 1943. Le deuxième livre qui m'est venu à l'esprit est beaucoup plus récent. Ce sont les livres, notamment Les Disparus de Daniel Mendelsohn. Donc, c'est un écrivain américain
qui est un critique littéraire, mais qui a une culture classique très complète, et qui, tout en travaillant sur ses cours de littérature, notamment antique, a créé des liens avec l'histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous raconte l'Iliade et l'Odyssée, et il va chercher sa famille disparue en Pologne. Alors, les deux sujets peuvent paraître complètement à l'opposé de l'histoire, et pourtant, grâce à son talent d'auteur, Daniel Mendelssohn nous permet de créer des liens, des ponts, en nous racontant ces histoires avec des techniques qui nous font vivre des périodes très marquantes, très sensibles, et pourtant qui ne nous ont pas touchés personnellement, qui l'ont touché à lui. Donc, on retrouve ces trois notions, les documents dont il se sert, l'histoire dont il nous raconte et la manière dont cela nous touche et nous questionne. La partie donc la plus intéressante dans ces notions, c'est, comme l'a dit ma fille hier dans son émission elle-même sur l'éloquence, c'est de comprendre les documents. Des livres sur l'histoire du judaïsme, il y en a foison. On peut avoir tous les romans, j'allais dire, sont possibles, déclinent l'histoire du peuple juif. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons, il y en a des passionnants. Tous n'ont pas la même rigueur historique. Donc, pour comprendre ce que je voulais vous parler ce soir, c'est donc de pouvoir faire la part de la recherche historique et du roman, notamment grâce à des découvertes archéologiques et comment on peut lier des connaissances du temps passé et créer des connaissances et des sentiments chez des auteurs d'aujourd'hui. Donc, je reviens sur l'idée, pourquoi le peuple juif? Parce que le peuple juif a travaillé, j'allais dire, depuis 2000 ans sur ces notions. Ces histoires nous sont à la fois personnelles et très connues. Et c'est des histoires souvent de famille. Hein, quand on reprend l'histoire de la famille d'Abraham ou ses descendants, c'est en fait une série de généalogies, de noms, de pères, de fils, etc., à qui il arrive beaucoup d'aventures, on pourrait dire, qui bien sûr n'ont pas été écrites pour raconter une histoire, mais pour nous faire connaître notre éthique, notre destinée, et nous faire découvrir surtout la notion aussi de peuple. Dans le livre de Pierre Savy, la partie antique, justement, parle d'archéologie, et les premières traces archéologiques du peuple juif n'ont pas été créées par des juifs. Elles ont été écrites par leurs voisins, leurs grands voisins puissants. Donc, bien sûr, on pense aux Égyptiens et au peuple babylonien ou assyrien, selon les géographies et les périodes. Il est important de savoir donc que c'est quand nous racontons notre histoire, que ce soit la Haggadah de Pessah, que ce soit la Megillah d'Esther, on a l'impression que le peuple juif pardon, est le peuple élu, comme on dirait. Or, il a fait partie de l'histoire du Moyen-Orient, du Proche-Orient, durant toute cette période. C'est une histoire parmi d'autres. Une histoire qui s'est créée avec et grâce aux autres et qui nous est parvenue aussi à travers les autres. Je sais que on a tendance à vouloir souvent mettre l'histoire de la Bible en parallèle avec l'archéologie. Et là, on retombe sur le livre La Bible dévoilée, donc de Phil Kolstein à l'époque, qui avait fait grand bruit dans le monde juif, puisque là aussi, il donnait plus de pistes et de théories que de réponses, car l'archéologie n'est pas faite pour confirmer la Bible, et la Bible n'est pas faite pour être, on va dire, mise en valeur par l'archéologie. Ce sont deux notions tout à fait différentes qui peuvent se compléter, mais qui ne sont pas construites ensemble. Donc, que ça soit aussi bien dans la vie réelle que dans le roman, il faut toujours se replacer donc dans la base, sur le document,
pour bien pouvoir savoir de quoi on parle, quitte après à laisser son imagination se développer et les personnages se créent eux-mêmes. Je parle devant une auteure de romans policiers historiques et je pense qu'elle comprend de quoi je parle. Donc, je reviens à mon problème archéologique. Dans le livre de Pierre Savy, nous avons des traces égyptiennes qui nous parlent donc des fêtes d'Israël, puisque en général, c'est, comme on dit, le vainqueur qui raconte l'histoire. Donc, tant qu'Israël n'était pas un grand peuple vainqueur, ce qui n'a pas souvent été le cas dans l'Antiquité, il a souvent été battu ou mis en tribu. Il devait payer donc des impôts au peuple voisin. Et donc, c'est plutôt ces traces-là qui nous sont parvenues sur le plan archéologique. Lorsque nous avons des traces donc, des Égyptiens qui parlent du peuple juif comme étant battu par Ménémrat, ou par les Babyloniens qui ont construit des stèles disant que les royaumes du sud du Proche-Orient ont été anéantis et privés de semences, en gros. Ces traces-là nous ramènent donc à l'histoire classique. On sait donc que les Juifs ont existé. Quand je dis Juifs, je suis très vague. Hein. Je ne cherche pas du tout ni à polémiquer, ni à revenir sur des définitions textuelles de Israël, d'Hébreux, de Cananéens, etc. Je reste très factuelle. Je parle à un public qui me comprend. Donc, je pense qu'on peut garder le terme de peuple juif à travers les âges, même si on remonte à des périodes 20 siècles avant, enfin 20 siècles, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est bien sûr des notions de peuple qu'on ne peut pas définir maintenant, mais les notions religieuses étant aussi très floues à l'époque, on va rester donc sur la notion de peuple et garder le mot juif pour le définir. Donc, ces traces des autres peuples qui ont borné, en quelque sorte, les royaumes d'Israël, que ce soit des royaumes, que ce soit la période des juges, que ce soit des périodes plus troublées de séparation ou de guerre interne, nous donnent des informations qui complètent le récit biblique, qui lui-même a été écrit certainement dans un but bien précis au 7e siècle. Au 7e siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr. Cette histoire, donc, on la trouve relativement facilement, mais les détails sont toujours importants. Ce n'est pas moi qui dirais que le diable se cache dans les détails, mais les détails nous permettent de ne pas tomber toujours non plus dans le roman trop vague. Dans les romans, je pense là notamment à des romans qui parlent d'Égypte ancienne, où on parle des peuples de la mer comme étant d'horribles personnages qui détruisent tout sur leur passage. Quand on n'a pas de documents, quand on n'a pas de réponse, c'est facile d'imaginer les choses, c'est le travail des romanciers, mais l'historien doit être là pour pouvoir recaser, pour pouvoir borner les informations. Quand on ne sait pas, on pose des questions et on attend éventuellement des techniques plus modernes pour le savoir. Alors, pour parler des techniques d'archéologie, il y a un très bon exemple que je voulais vous citer ici, développer quelques minutes, même si le rapport avec le judaïsme est un petit peu plus lointain. Il s'agit de je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de M. Schliemann qui voulait chercher les restes de la ville de Troie. Donc, l'intérêt, c'est là, si je voulais chercher un lien un petit peu, on parle donc de l'Iliade et l'Odyssée, grand texte fondateur s'il en est de notre civilisation. Grand texte qui montre aussi comment on passe de l'oralité, les Aèdes qui racontaient ce texte à l'oral, à un texte écrit par un personnage plus ou moins mythique, Homère, dont on n'a pas non plus de traces concrètes pour savoir s'il a existé. Donc, on retombe dans l'idée de la Bible, hein, un texte oral qui s'est mis par écrit. Et on arrive à cette histoire très, très riche, très colorée, qu'on a lu, dont on a vu des films, etc., donc de la guerre de Troie. Cette histoire, qui nous est parvenue donc, par écrit, soi-disant sous le nom d'Homère, a été apprise par des générations d'érudits par cœur. Tous ces textes
en grec, qui ont donné lieu à de très belles traductions d'ailleurs. Et il se trouve donc qu'à la fin, donc au milieu du 19e siècle, quelques personnages se sont mis en tête de fouiller, de retrouver cette ville de Troie si mythique. Il est évident qu'on ne peut pas faire la même chose. Jérusalem, tout le monde a toujours su où elle était. Il y a d'autres villes dans la Bible qu'on n'a toujours pas retrouvées. Là, donc, je parle de la ville de Troie, donc dans une ville mythique, et le problème que pose la recherche de la vérité à travers l'archéologie. Donc, ce monsieur Schliemann est un fils de pasteur allemand qui fait des études, qui se met à gagner beaucoup d'argent, qui voyage beaucoup de par le monde et qui se met en tête de découvrir la ville de Troie. Donc, c'est bien sûr très romancé aussi. Je ne me prive pas de jouer un petit peu là-dessus. Et le problème, c'est que basé sur ses connaissances de l'époque, donc on est dans les années 1850, 1870, il se lance dans la fouille d'une colline qu'il estime être la ville de Troie par des légendes, etc. Il y avait quelques fouilles qui ont déjà prouvé qu'il y avait des batailles à cet endroit-là, mais rien de concret qui permet de situer une ville aussi importante que la ville de l'Iliade. Et le problème, c'est qu'il s'est tellement mis en tête que la ville existait qu'il creuse des tranchées de plus de 40 mètres de long et de large, et tout ce qui ne l'intéresse pas, il le détruit. Donc, en histoire, c'est quelque chose de très grave, puisqu'il a fait disparaître des traces de civilisation qui auraient pu nous apprendre des choses sur des civilisations certes moins anciennes que Troie, mais qui auraient construit l'histoire de cette région. Le drame est là. On ne peut pas chercher quelque chose de précis quand on cherche une donnée historique. On va chercher des documents, on va chercher éventuellement des traces archéologiques, mais il faut le chercher avec toute l'humilité dont l'homme est possible. Nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne et tous les maillons précédents comptent. Chercher créer une fouille archéologique en ratissant et en détruisant d'autres artefacts est j'ai presque dire, un crime contre l'histoire. Alors, il se trouve que Schliemann a trouvé un trésor qu'il a baptisé être le trésor de Troie. Mais à sa grande surprise, il y avait encore des villes en dessous de celles qu'il a trouvées. Il ne connaissait pas la notion à l'époque, la notion de strate, donc d'étage archéologique, n'existait pas. La colline dont je parlais tout à l'heure s'est révélée être un véritable tel, comme tel Aviv. Une colline qui renferme, qui a été créée, non pas par des plissements archéologiques, mais par des ruines qui se sont accumulées. Donc, il pensait avoir trouvé Troie, mais en fait, il a trouvé qu'il y avait des villes encore plus anciennes en dessous du trésor que lui-même a trouvé. Donc, il s'est bien aperçu que son idée battait un peu de l'aile, j'allais dire, était un peu bancale. Ce n'était pas un historien. Il n'avait fait qu'un an d'études historiques quand il s'est lancé dans cette fouille. Les fouilles ont été faites, on continue d'ailleurs toujours, et un deuxième site à quelques kilomètres de là a été aussi élu comme étant un site possible de cette magnifique ville dont les bâtiments, les palais et surtout des murailles ont fait rêver des générations de lecteurs. Donc, je reviens donc sur mon idée principale pour dire qu'on ne peut pas se baser sur une idée, sur un texte qui a été écrit dans l'Antiquité pour chercher des traces archéologiques sur le terrain. On peut se poser des questions. Est-ce que ça existait? Comment ça a pu laisser des traces? Mais on ne peut pas ouvrir le champ, tout dynamiter et voir ce qu'on retrouve après. L'histoire, dans ce cas-là, n'aurait aucun sens. Et
le roman qui pourrait en être tiré serait de toute manière infondé et laisserait probablement un lecteur un petit peu attentif sur sa fin. L'histoire doit être construite sur des documents qui se recoupent. Donc, c'est très beau d'avoir l'histoire de l'Iliade et de vouloir trouver les preuves archéologiques qui vont avec. On pensera à Lord Byron, qui est allé raconter, déclamer les poèmes de l'Iliade à côté des Dardanelles, pensant faire revivre son mythe rêvé. Mais ce n'est pas de l'histoire, c'est de la poésie, c'est du rêve, c'est du roman. L'histoire, elle se construit d'une autre manière. On pourrait penser presque à ce moment-là à la découverte de Pompéi, un petit peu plus loin dans le bassin méditerranéen, plus proche de la France, hein, puisque c'est en Italie, à côté de Naples, où là, c'est l'excès inverse. On savait que cette ville existait, on a les traces de Pline l'Ancien, donc qui a écrit des lettres donc, qui nous sont parvenues 50 ans après, oui, donc 30 ans après le Vésuve, il a décrit l'explosion et la mort de son oncle qui tentait donc de sauver les gens de Pompéi. Et la ville était connue, c'était une riche ville, c'était entre guillemets le Deauville de Rome à l'époque. Et pendant 15 siècles, elle a été complètement oubliée. Les traces écrites par donc Pline, qui écrivait à l'empereur, etc., ont été connues, été lues, nous sont parvenues à l'ère actuelle, mais pendant 15 siècles, la ville de Pompéi et les autres villes ensevelies par cette éruption n'ont pas été fouillées et donc n'ont pas été surtout pillées et ont été oubliées. Donc, quand au début du 19e siècle, on a commencé doucement à trouver des documents, à s'intéresser à cette ville, les surprises ont été extrêmement nombreuses. Et on continue d'ailleurs à être très surpris de la richesse de ce site archéologique. Donc là, c'est l'excès inverse. Je veux dire, on part d'un texte qui nous parle d'une ville qui est engloutie par un océan de lave et de pierre ponce, et on se retrouve avec une vie de tous les jours colorée, avec ses rues, avec ses maisons, avec ses commerces, plus ou moins d'ailleurs propres, avec ses temples, avec ses gladiateurs. On retrouve tout ça. D'ailleurs, on a retrouvé très rapidement les traces laissées par les corps, dont des moulages. Plus d'1 millier de moulages existent, donc de corps qui ont été retrouvés à Pompéi. Là, c'est la ville donc, qui nous livre ces magnifiques œuvres picturales et ces magnifiques petites tesselles de mosaïques, n'a pas été pillée. Car ça aussi, c'est quelque chose qui existe beaucoup en histoire, c'est que d'une génération à l'autre, les choses se modifient. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet, actuellement on appelle ça la récupération ou le recyclage, mais on n'a rien inventé au XXe siècle, ça existe depuis toujours. Les mêmes lieux servent à construire des bâtiments religieux. Les mosquées sont construites sur des églises au Moyen-Orient, des synagogues ou des thermes ont été construites sur des sites paléolithiques de lieux de sacrifices encore plus anciens. Je ne parle même pas de Jérusalem, bien sûr. Donc, en histoire, je vais dire quelque part, rien ne se perd. Tout se retrouve. Rome a été construite, la Rome classique a été construite grâce aux bâtiments de la Rome antique. Pour ça qu'ils sont en ruine, ce n'est pas parce qu'on les a plus entretenus, mais surtout on les a pillés. Je ne parle pas non plus, bien sûr, des sites égyptiens qui sont notoirement pillés. Ce qui nous fait des grands trous aussi en tant qu'historiens pour écrire de beaux livres. Parce que ce qu'on trouve dans les tombes, c'est ce qui a été laissé par les pillards. Donc, ce qui n'est pas le cas à Pompéi, pour l'instant. Donc, c'est ça qui est magnifique. Trouver le rêve de tout historien, ça serait de trouver on va dire par exemple le tombeau d'Alexandre le Grand, qui n'a jamais été retrouvé pour l'instant,
Des documents imaginent qu'il est quelque part dans le désert libyen près de l'Égypte, mais aucune recherche n'a abouti et tout le monde imagine que c'est un trésor fabuleux qui, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Notamment au niveau de trésor, tout le monde pensera au trésor du temple qui a été pillé. On ne sait même pas à quelle époque. Certains pensent que c'est les Romains, d'autres pensent que les Juifs ont eu le temps de le cacher. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne le connaît pas pour l'instant. Les récentes fouilles archéologiques à Jérusalem ont permis de découvrir le tunnel sous le mont du Temple, qui peut maintenant se visiter par les touristes, qui a en permanence des recherches qui sont faites au sud de la vieille ville, autant que le climat politique le permet. Mais les romans sur la fuite des Juifs de Jérusalem ne se basent que sur beaucoup d'hypothèses et aucune trace écrite valable. Donc, pour écrire un bon livre, je reviens à mon idée, donc de documents qui se croisent, de documents qui se recoupent, de documents qu'on a l'humilité de prendre pour ce qu'ils sont et non pas de vouloir travestir pour leur faire dire ce qui n'a pas existé ou ce qu'on aimerait entendre. Et à ce moment-là, j'arrive plus ou moins aux documents qui nous sont parvenus. Donc, l'archéologie, des pierres taillées, en gros, on ne peut pas vraiment se tromper sur ce qui est écrit. On peut se tromper dans l'interprétation, mais pas sur ce qui est écrit. D'autres documents qui nous sont parvenus sont beaucoup plus fragiles. Je pense à du papyrus, je pense à du parchemin. Donc, ces documents n'avaient pas pour finalité de nous parvenir 2000 ans après. Ils ont été écrits à un moment donné, pour exister à un moment donné, mais malheureusement, ce n'étaient pas des traces voulues pour faire de l'histoire. On a à ce moment-là tous en tête ce qu'on appelle l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, au moment donc à la période de Jules César et de Cléopâtre, dont on sait que c'était certainement un trésor de documents qui ont, dans la très grande majorité, disparu, mais qui ne nous auraient peut-être pas autant servi que, par exemple, la Gueniza du Caire, qui, là, c'est des documents qui ont été jetés, qui avaient pour but de disparaître et qui, pourtant, nous permettent aujourd'hui d'écrire l'histoire et des histoires intéressantes. L'archéologie peut aussi se définir donc dans la recherche de documents. Je pense aussi au palimpseste, hein, donc ça on verra peut-être dans une deuxième émission, les documents plutôt écrits sur du parchemin et du papyrus, ou du papier plus tard, qui nous sont parvenus. À noter que la Torah est un rouleau, donc le problème c'est quand on cherche une référence, il faut s'occuper de ce qui est avant, ce qui est après, alors que la plupart des livres qui ont été écrits, on va dire à partir de l'époque romaine, sont des livres, des codex, dont il suffit de tourner les pages pour trouver la notion. Donc, quand on réfléchit aux documents qu'on a dans la main, on s'aperçoit tout de suite qu'entre un rouleau, donc nous qui connaissons les rouleaux de la Torah, et un livre, la manière d'écrire, la manière de se référer à un texte n'est pas la même. Ça peut paraître un détail, mais ça en dit long peut-être sur la civilisation qui a utilisé ces outils pendant des siècles, et sur la révolution qui a fait passer du rouleau au livre. Donc, on peut penser aussi donc, à la révolution technique, l'utilisation de papyrus ou de parchemins beaucoup plus fins qui permettent une reliure. Maintenant, je voudrais arriver quand même à un troisième type d'archéologie qui va peut-être plus vous surprendre, mais qui est beaucoup plus intéressant et en lien avec le peuple juif, c'est l'archéologie des camps de concentration. Il y a une dizaine d'années que ces travaux sont lancés, notamment bien sûr en Pologne, où par exemple le camp de Sobibor, qui avait été complètement détruit et rasé, est fouillé de manière archéologique.
On sait que ce camp existait, on avait quelques témoignages de survivants, on avait quelques témoignages de nazis sur place. J'allais dire, pour mettre malheureusement tout le monde d'accord, l'archéologie est là pour prouver. On a retrouvé les fondations de la chambre à gaz de Sobibor. On a retrouvé des petits bijoux. Je pense à une gourmette d'une victime. Donc, l'archéologie n'est pas seulement faite pour trouver des choses qu'on ne connaissait pas, n'est pas seulement faite pour concrétiser des idées qu'on avait. L'archéologie peut aussi expliquer le comment les choses se sont passées. Pourquoi est-ce qu'on a construit un mur à cet endroit quand on trouve les bases d'un mur? Comment est-ce qu'on l'a construit? Où est-ce qu'on allait chercher les pierres? Tout ça crée un document qui va nous interroger sur la manière dont les gens qui ont fait ce monument vivaient. Je pense qu'on construit les livres de la même manière. On cherche des documents, on cherche des idées, on crée des personnages qu'on fait vivre petit à petit. Donc, c'est la même idée d'aller vers l'autre, de se poser la question de qu'est-ce qui existait, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fait que je peux réfléchir de cette manière maintenant et comment moi j'interprète le passé. Voilà. Donc, c'est une notion qui peut se lire donc à toutes les périodes, à toutes les époques, j'ai essayé de vous montrer, qui traverse l'idée du peuple juif qui, à la fois cherche ses racines, les revendique et se construit sur des notions très anciennes que d'autres peuples ont perdues, qui ont disparu, et dont notre livre est le témoin. Et je suis ouverte à toutes les questions que vous pourriez poser sur ces thèmes. Nous allons lire bientôt donc l'histoire de Hanouka. Nous allons chanter pour nous souvenir de ce moment. Donc Hanouka, c'est la resanctification du temple. Il y a beaucoup de choses qui seraient à dire sur cette belle histoire. Nos fêtes sont souvent basées sur de belles histoires qu'on se raconte, qui transmettent de génération en génération autour de repas de famille, qui permettent aussi de profiter du moment présent. Donc, Hanouka, c'est la période des Asmonéens, c'est le IIIe siècle, c'est les descendants d'Alexandre le Grand. L'histoire juive se raccroche aux autres histoires. Il ne faut jamais l'oublier. On n'est pas une île au milieu de l'océan. C'est un peuple qui a fait partie des autres peuples. Donc, que ça soit le fait de se renationaliser, retrouver ses racines alors qu'il y a une hellénisation forcée, une histoire de Hanouka, que ça soit la sortie d'Égypte, qu'on racontera à Pessah, où le peuple juif sort de l'esclavage pour s'émanciper, pour trouver son éthique, trouver sa voie religieuse, en sachant que chercher des traces archéologiques de la sortie d'Égypte est vain. Comment, bien sûr, on vous dira, si tellement de peuples, tellement de gens sont passés dans le désert, il y a forcément des traces qui vont rester. Mais pourquoi aurait-il fallu qu'il y ait des traces? On adhère à l'histoire. Pourquoi chercher forcément cette idée? L'histoire qu'il nous raconte est belle en elle-même. Elle nous parle d'elle-même. La trace archéologique sera le travail de l'historien, pas de la transmission familiale. On va raconter plus tard l'histoire aussi de Pourim, la Megillah d'Esther, qui se passe au royaume perse, qui a aussi été très riche comme contexte pour le peuple juif, à la fois peuple déporté en Babylonie, obligé de vivre dans un territoire qui n'est plus son noyau, entre guillemets, j'allais dire terrestre, comme le temple de Jérusalem, mais qui se reconstruit aussi sur les bords de l'Euphrate, qui vit, qui crée des textes, qui se souvient de Jérusalem et qui va y retourner en partie. Et la partie qui reste en Babylonie va créer même ses propres textes religieux qui nous sont parvenus. Donc, toutes ces histoires de transmission, d'écriture, de traces à interpréter font
que nous pouvons raconter ces magnifiques histoires aujourd'hui, à la fois sur le plan scientifique, le peuple juif a existé, il a laissé des traces en Israël, il a laissé des traces au Moyen-Orient, des traces dont on n'a pas forcément besoin pour raconter toutes les histoires, mais on est là pour continuer à les raconter, ces histoires. Et finalement, c'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vous invite, quand on pourra de nouveau voyager un petit peu, l'archéologie se fait à tous les niveaux. La recherche des documents, la recherche de la construction, la question de qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce que j'ai reçu, on peut l'avoir, je vais dire, au coin de la rue, comme on disait dans les années 80. L'aventure est au coin de la rue. À Strasbourg, il y a Königshofen, il y a de magnifiques fouilles sur les sites romains. Donc, il y a Pompéi, il y a l'Égypte ancienne, qui elle-même foisonne. Alors, l'Égypte est très attirante pour les Européens, notamment les Français, parce que il y a de magnifiques trésors visuels, je veux dire, même sur le plan simplement de l'art, même si on sort du contexte historique, c'est de très belles choses à voir. Maintenant, est-ce qu'on sait les interpréter? Est-ce qu'on a la totalité de l'information? Est-ce qu'on sait les hiérarchiser? Parce que bien sûr, un des problèmes aussi de l'archéologie, c'est sa datation. Hein, comme je disais, quand on a fouillé le site de Troie, c'est pas ça qui était recherché. Ce qui était recherché, c'était la finalité de trouver les traces du texte écrit il y a des siècles. Ce n'était pas du tout de trouver des documents et de les analyser pour en tirer des informations dont on se sert aujourd'hui. Actuellement, les archéologues, des fois, se retiennent. Je pense notamment, alors là, aux fouilles carrément des hommes des cavernes qui existent en Israël, où les archéologues s'arrêtent de fouiller à certains moments parce qu'ils savent que les moyens actuels ne leur permettent pas de trouver tout ce qui pourrait exister. Et que s'ils continuent de fouiller, ils risquent d'abîmer les informations qu'ils pourraient trouver dans le futur. Donc, quelque part, on est dans un effet miroir de l'histoire où aujourd'hui, on sait qu'il faut attendre demain pour mieux comprendre hier. C'est une notion qui peut être presque de science-fiction, mais qui permet de voir aussi comment la science de l'histoire évolue. Il y a quelques années, si on reparle, alors là, je ne suis plus du tout dans le domaine du judaïsme ou du religieux, on pensait que l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon avaient existé l'un après les autres, et quand on a pu démontrer qu'ils avaient coexisté et qu'ils ont pu vivre ensemble et éventuellement avoir une descendance. Je me souviens, donc là je parle personnellement, qu'à l'école, on nous disait que ce n'était pas possible, que c'était deux races différentes. L'histoire après a évolué. On a eu des romans, je pense à Madame Howell qui a écrit des romans très connus sur la préhistoire, où elle pensait que Cro-Magnon et Néandertal avaient pu donc se reproduire ensemble, mais pas avoir de descendance. Et maintenant, on sait que dans notre ADN, nous avons les deux. Nous avons Cro-Magnon et Néandertal, parce que la technique permet de dépasser parfois les a priori. Si quelqu'un veut que je parle plus tard dans une autre émission d'un domaine particulier, d'une période particulière, c'est quelque chose de tout à fait possible. J'avais envisagé aussi de vous raconter l'histoire qui se déroule dans le film du Nom de la Rose, où les bibliothécaires, c'est-à-dire recopient, on voit ces copistes dans ce monastère qui passe des générations à recopier les textes antiques, mais qui font un certain tri aussi. Donc, on peut se poser aussi des documents qui nous sont parvenus. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce que savaient les antiques? On ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a eu une censure religieuse? Est-ce qu'il y a eu une censure politique? Pourquoi les textes qui nous sont parvenus ont été, entre guillemets, canonisés, ont servi de canon? Il faut savoir que quand on a des documents historiques dans les mains, un historien se posera toujours la question: qui l'a écrit, pourquoi?
quand on écrit un article, quand on envoie une lettre à un ami, c'est pour transmettre une information à quelqu'un de précis. On n'écrira pas pareil à sa grand-mère qu'à sa copine, qu'à son chef de service. Donc, les documents doivent toujours être interprétés en pensant à la personne qui les a créés. Et c'est comme ça qu'on peut devenir soi-même créateur et imaginer, faire des hypothèses pour créer de beaux livres et continuer de transmettre ces histoires. Parce que finalement, ce qu'on sait du passé donne souvent lieu à des articles techniques, mais peuvent aussi se retrouver dans de magnifiques romans, notamment sur le Moyen-Âge en Alsace. Des notions qu'on n'a pas forcément. Madame El-Koubi a écrit un livre sur le massacre de ce qui est appelé la Saint-Valentin à Strasbourg, dont les Juifs ont été brûlés. Beaucoup de gens pensent que c'était quelque chose de spontané, une sorte de pré-pogrom. Donc, en lisant le livre sans le raconter toute la fin, on peut voir que des documents plus récents ont prouvé que ce n'était pas forcément le cas. Voilà. Valérie, merci beaucoup. Et je précise encore un petit mot en disant que dès que le confinement sera levé, la bibliothèque du consistoire va pouvoir a priori fonctionner rapidement. Exactement. Quelques livres. Toutes les personnes qui veulent participer à l'organisation ou donner des livres sont bien sûr les bienvenus et je pense que le consistoire peut répondre à toutes les questions en ce sens. Merci beaucoup Valérie. Effectivement, la bibliothèque est presque prête et il y a un travail colossal qui a été fait par toute l'équipe de bénévoles. Et effectivement, on essaie que le confinement se termine rapidement pour pouvoir vous accueillir à nouveau dans la bibliothèque du consistoire qui n'existait plus depuis quelques années et qui va revivre prochainement. Voilà, merci beaucoup Valérie pour cette premier onglet d'une série que tu nous consacres. Et merci à ceux qui étaient avec nous. Je vous propose de nous retrouver très bientôt. Et je vois que Madame El-Koubi qui est là, je vais la solliciter bientôt, qu'elle puisse rester sur son téléphone bien activé. Je ne l'oublie pas et on va la solliciter bientôt pour qu'elle puisse également nous faire partager ses connaissances pour les domaines qu'elle voudra. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis que ce soir, il y a la Khalabaik, qui est organisée dans le cadre du Shabbat mondial, que samedi soir, on aura une Havdalah partie dans le cadre de la Khalabaik, du Shabbat mondial, je vais y arriver, qui sera animée par Avi Oyon, Abraham David, et qui sera vraiment une belle soirée. Et on a tout le programme que vous retrouverez dans le Shabbat Shalom que je vais distribuer de suite dans vos commerces cachers et qui seront donc disponibles dès demain matin dans tous les commerces cachers où vous faites vos courses habituellement en version papier. Sinon, vous le recevrez également par mail comme d'habitude. Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup Valérie et à très bientôt. Au revoir.